suis venu donc avec Agathe Marty, qui est architecte aussi et qui a travaillé sur le dossier. Donc c'est elle qui présentera l'opération. Je voulais féliciter mon collègue là, parce qu'effectivement, il cherche quand même les emmerdements. C'est très complexe, les opérations de surélévation. Et je suis admiratif qu'il en ait fait son métier principal, enfin, un de ses métiers en tout cas. Moi-même, c'est une toute petite anecdote, mais j'habitais précédemment dans une copropriété. Et en tant que copropriétaire et architecte, j'ai essayé de convaincre mes autres copropriétaires de faire une surélévation, justement. Alors, c'était pour moi-même. Donc, évidemment, mais avec le cycle vertueux, en disant, bon, ça vous payera l'isolation des façades, un immeuble des années 60, hein, donc l'isolation des façades, une nouvelle chaudière, etc. Et au vote enfin, tout le monde était très, très intéressé, très, très content. J'ai fait le projet, j'ai présenté à tout le monde, j'ai visité les copropriétaires un par un. Et ensuite, on est allé au vote dans la copropriété. Ils ont tous voté contre. Mais j'ai pas eu une seule voix. Oui, alors nous, on arrive sur ces sujets-là exactement à l'envers de ta démarche à toi, puisque, en fait, on n'est pas spécialement mobilisé sur les questions de surélévation. Par contre, on a un groupe d'architectes et d'ingénieurs, nous sommes une trentaine, ici basés à Lyon, spécialisés en construction bois, filière sèche et dispositifs de préfabrication. Et donc, dans ce cadre-là, on est effectivement quelquefois conduit à réfléchir sur des problématiques de surélévation, sur différents sujets. Ça peut être du logement, là en l'occurrence c'est pas du logement, c'est du bureau. Ça peut être aussi des équipements publics. Bon, on a tout un tas de sujets et on remarque qu'en réalité ça correspond assez souvent à une typologie de bâtiments des années 60-70, construits en béton traditionnellement, souvent avec des structures assez généreuses. C'est pas le cas, on disait tout à l'heure des maisons individuelles, mais dans ces constructions-là des années 60-70, on a quand même assez souvent des capacités de reprise structurelles qui sont significatives, donc au moins pour pouvoir ramener à un niveau, voire plus au-dessus sans difficulté. Donc c'est sûr qu'il y a un très gros potentiel, je confirme ce que tu expliquais dans les centres-villes. Alors voilà, l'exemple qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un exemple qui n'a donc rien à voir, parce que c'est pas du tout en centre-ville, c'est un site industriel mais qui est en pleine campagne, et avec une présentation qui va être un peu plus technique, enfin assez technique, puisqu'on avait plutôt compris le questionnement comme ça, donc voilà. Et Agathe a travaillé avec moi sur le dossier, donc elle va vous expliquer le détail de cette opération, qui était une opération qu'on a terminée au printemps dernier. Je vais vous faire plutôt une partie technique, retour de chantier de cette expérience qu'on a donc livrée au mois fin avril, début mai. Donc l'objectif était à la fois de faire une surélévation, mais aussi une rénovation thermique du bâtiment. Donc rapidement le contexte. Donc on est dans un contexte relativement contraint, puisqu'en fait on est effectivement en pleine campagne, mais on est dans une zone industrielle. Donc pour avoir le foncier est très limité, on ne peut pas agrandir cette zone sans des démarches très complexes. Ce qui fait que l'objectif d'agrandir le siège des bureaux de Régilé ressentait aussi cette contrainte de consommer le moins de foncier possible. On avait aussi des contraintes fortes du fait de la route départementale qui passe devant, et donc un vrai besoin de à la fois réhabiliter l'existant, puisque donc on est effectivement sur ce type de bâtiment béton, préfa, avec peu de confort, que ce soit thermique ou acoustique, du fait de cette rue passante, et ce besoin d'augmenter la capacité de bureau du siège de l'entreprise. Donc, en phase d'étude, on s'est posé la question de plusieurs scénarios. On est sur un bâtiment qui accepte la surélévation, puisque on a ces murs en béton qui sont isolés seulement de 5 cm de polystyrène, donc un vrai besoin de ce côté-là, et aussi du point de vue des menuiseries existantes, et une demande client sur une solution bois légère, pour tout simplement des questions environnementales, mais aussi parce que la surélévation serait pas possible sur une solution maçonnée. Donc c'est pour ça qu'on a reçu cette commande privée par rapport à notre spécialisation bois. Il y a eu quand même, on a étudié la possibilité de s'étendre, mais c'était donc une consommation foncière et pas forcément un usage pratique, parce qu'on a grandi tout simplement les couloirs, et qu'utiliser une circulation verticale commune, c'est beaucoup plus intéressant.
budgétairement, bien sûr, on ne vient pas faire de nouvelles fondations. Et thermiquement, en fait, on vient juste mettre un nouveau plancher au-dessus d'un toit qui n'est pas particulièrement bien isolé. Donc, on avait beaucoup des atouts. On en est arrivé à la conclusion que finalement, malgré des besoins faibles en mètres carrés par rapport à ce qui était prévu, on va faire un plateau de bureau complet. Et la partie que vous voyez sur BC, en fait, c'est déjà des edges coexistants qui seront habillés en façade. Donc ça nous permet de... à terme, sur le plan global du projet industriel, en fait, la maison qui se situe à côté va être démolie. Et en fait, ce bâtiment va continuer à s'étendre. Donc le fait d'avoir regroupé le bâtiment sur la surélévation possible seulement d'un étage au niveau urbanistique, ça permettait pour l'instant de garder les services concentrés autour de ce noyau central, de l'accueil et du fonctionnement. Donc en termes de plan, c'est relativement simple. On retrouve tous les enjeux qui ont été expliqués dans la première présentation, c'est-à-dire que les sanitaires se retrouvent toujours au même endroit que dans les étages inférieurs. On a une cage d'escalier au même endroit et on retrouve en fait un aménagement intérieur différent puisqu'on a souhaité, le client a souhaité plutôt un plateau paysager que des bureaux séparés comme on avait par le passé. On a quand même conservé la possibilité, donc, comme vous pouvez le voir, il y a des bureaux séparés et la possibilité de séparer ces alcôves pour avoir une flexibilité au niveau de ce plateau. Structurellement, en fait, on reprend les fils extérieurs avec les murs ossature bois et une file intermédiaire qu'on voit avec les poteaux ronds dans la partie supérieure du couloir. Donc pour répondre à tous ces enjeux thermiques et acoustiques, donc on vient réisoler en fait d'un mur ossature bois d'abord l'existant avec une épaisseur inférieure de 14,5 cm et ensuite la surélévation, elle, va venir récupérer l'épaisseur avec un mob qui va être de 22. On est toujours sur des matériaux biosourcés parce que c'était vraiment une demande client, que ce soit local, biosourcé, et même au niveau du choix des entreprises. On a aussi un grand traitement acoustique au niveau surtout de la façade principale. Et on vient poser donc du coup le plancher bois, on vient soliver directement sur la dalle béton existante sur laquelle on a préalablement retiré isolant et étanchéité. Donc ici vous pouvez voir donc un plan d'exécution de l'entreprise bois, ça permet de bien comprendre les enjeux constructifs. En fait on vient rajouter une façade bois avec, on voit bien toutes les ossatures des mobs. Et en partie supérieure on a masqué ces mobs pour pouvoir voir en fait la charpente intérieure ainsi que le faux plafond. Donc l'avantage effectivement de cette solution bois, outre d'être légère et donc de pouvoir être portée par le bâtiment existant, c'est sa rapidité d'exécution, puisqu'on préfabrique donc l'ensemble des éléments en atelier. Tous les murs arrivent en fait déjà prêts. C'est vrai que c'est facilité par le site industriel où on a un parking et on peut facilement gruter, etc. Donc en termes de temps, un étage de pose de mur bois, ça nous a pris à chaque fois une semaine. Et voilà, on était hors dehors d'air en 1 mois et demi, en sachant qu'on a attaqué les travaux mi-décembre. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez l'hiver dernier, mais il y a eu beaucoup de vent. Donc on aurait pu faire même plus vite. Je pense qu'on a perdu au moins une semaine sur le grutage des derniers murs bois. Donc si je reprends, en fait, on grute d'abord forcément les murs du rez-de-chaussée, ensuite on vient poser les murs du R+1, ensuite on fait la charpente et ensuite on rajoute les derniers murs. Donc une fois que toutes ces opérations sont réalisées, on va passer justement au second œuvre. Donc sur la première photo, la photo à votre gauche, on voit encore au sol l'étanchéité existante qui a été préservée pendant toute la phase de montage de la charpente et des murs bois, ce qui nous permet en fait de la retirer qu'une fois l'étanchéité faite sur les caissons de toiture. Oui, donc effectivement, comme dans tous les projets qui ont été présentés, que ce soit des habitants ou des copropriétaires, on avait effectivement les employés qui travaillaient en dessous de nous. Donc voilà. Donc une fois l'étanchéité supprimée, en fait, on peut soliver et surtout aussi venir en fait, très rapidement tirer que ce soit tout le second œuvre
que ce soit électrique, fermer les planchers, la ventilation et la réalisation des faux plafonds. Ce que vous pouvez voir en fait sur la dernière photo en dessous des luminaires, c'est un plancher provisoire qui avait été créé parce que donc on est en train de travailler, on est en hiver, au-dessus de la trémie qu'on a coupée pour protéger que ce soit acoustiquement ou thermiquement la cage d'escalier et donc les employés qui travaillaient à l'étage en dessous. C'est aussi un gage de sécurité parce qu'effectivement on aurait pu mettre des barrières, mais bon, une chute d'objets aurait resté possible, quoi. Donc au niveau des retours qu'on a pu avoir des employés et des dirigeants RGLE, c'est qu'on a eu vraiment peu de nuisances en fait dans cette phase de surélévation. Donc là vous pouvez voir en haut la phase de siège de la trémie qui a pu être réalisée sur des jours de congé en fait donnés par l'entreprise ou sur des week-ends, puisque donc l'entreprise de Gros Œuvre a bien voulu intervenir au maximum sur des périodes où il n'y avait personne à l'intérieur. Ça reste les moments les plus bruyants qu'on ait réalisés. Mais aujourd'hui, on dit que les étages inférieurs qui sont en rénovation génèrent plus de gêne que la création de la surélévation, parce qu'en fait, tout simplement, ça résonne dans la structure. Ils travaillent, du coup, maintenant, actuellement, ils sont installés au R+1 et au R+2. Les travaux sont en rez-de-chaussée. Du point de vue du chantier, on a quand même un chantier qui est resté très propre. On n'a eu aucun problème sur la partie étanchéité, puisqu'on est déjà étanché quand on retire l'étanchéité existante. Et forcément, en termes de rapidité d'exécution, on est sur une surélévation qui a duré 6 mois, quoi. Donc sur le retour sur le bois et notamment le bois local, puisque c'était une volonté client, je pense qu'il faut quand même noter qu'il y a une exigence importante à avoir au niveau de l'appel d'offres, parce qu'on s'est retrouvé avec des délais plus longs, tout simplement parce qu'il y a moins de disponibilité que sur des bois, des sapins du Nord, des bois autrichiens. Par contre, on a été agréablement surpris sur les surcoûts, parce que par rapport à montant du lot bois, c'est de l'ordre de 1%. Donc c'est très très faible et ça vaut le coup de faire cet effort-là. Oui, non, mais à l'échelle d'une maison individuelle, effectivement, pour un particulier, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur une entreprise avec des belles prestations, que ce soit en façade ou intérieur. Donc, c'est sûr que ce pourcentage, il augmente sur des prestations peut-être moins qualitatives. Donc, en conclusion, tout simplement, comme vous l'avez remarqué, ça permet juste d'exploiter un patrimoine existant, de le rénover et donc d'optimiser des bâtiments et du construit. Donc de tout simplement être dans cette démarche durable, de ne pas détruire des choses qu'on peut encore utiliser et produire encore plus d'énergie grise. Qui disait ça à l'instant, enfin qui parlait de ça précédemment, sur la question de la préfabrication. Donc là, c'est j'allais dire une mise en œuvre relativement traditionnelle, on va dire relativement classique. Je pense qu'on aurait moyen sur des chantiers comme ça, sur des sujets comme ça, de travailler beaucoup plus vers de la 3D et vers une préfabrication beaucoup plus intense. Pour être encore plus efficace, pour être un peu moins victime, entre guillemets, à la fois des conditions du chantier et puis aussi ne pas victimiser ceux qui travaillent ou qui habitent dessous. Bon, là, en l'occurrence, ils travaillent. Et du coup, je crois vraiment que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance et qu'on réfléchisse. La solution 3D me paraît très adaptée à ce genre de projet. Bon, on n'en fait pas la démonstration là, puisque c'est une solution 2D classique. Mais voilà, je pense que pour l'avenir, c'est vraiment un sujet à réfléchir, particulièrement si c'est du logement, puisqu'on a des trams courts adaptés. Mais bon, encore que, on peut faire des écoles maintenant avec des solutions 3D, etc. Tu parlais de Domino tout à l'heure, ou des sociétés comme ça, qui ont des procédés qui peuvent se décliner, y compris sur des open space.